Merci de nous préférer pour vous informer au menu de l'actualité ce mercredi 21 août 2024. Ils sont au total 14 clusters à bénéficier de dons de matériel et équipements agricoles de la part des responsables du projet Précase. C'était hier, mardi 20 août 2024, à Djougou. L'objectif, dynamiser et renforcer la cohésion sociale afin d'accroître la compétitivité des clusters sur les marchés locaux, nationaux et internationaux. Pendant ce temps, c'est la remise de site à l'entreprise en charge des travaux de construction de châteaux d'eau et d'abreuvoirs des animaux à Sinwa dans l'arrondissement de Lougou, commune de Segbana. La cérémonie s'est déroulée également hier 20 août 2024 en présence de la délégation des autorités communales, des agents de l'entreprise et des communautés bénéficiaires. Le reportage de Louise Boadé est à suivre dans cette édition. D'autres nouvelles seront également au rendez-vous, sans oublier les informations sportives avec Bruno Gakli et à la boucle, la revue de presse nationale de Luc Manouich, sans oublier également la chronique du jour, une présentation de Alassane Sonibio. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Le projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques Précase a procédé à la remise de plusieurs matériels et équipements au cluster de Djougou, Waké, Kopargo et Malanville d'un montant global de 278 millions de francs CFA. La cérémonie officielle de remise des équipements a eu lieu ce mardi 20 août 2024 à la cellule communale de Djougou. L'objectif est de dynamiser ces clusters, de renforcer leur cohésion et performance pour accroître leur compétitivité sur les marchés locaux, nationaux et internationaux. Titus Osundina est le représentant résident du PNUD au Bénin. Le Précase est un projet novateur qui a, au regard de cet objectif et de ses produits ou résultats, contribué à la réduction de la pauvreté, à l'atténuation des effets néfastes du changement climatique, à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement PACDO et à l'atteinte de plusieurs objectifs de développement durable. Depuis le lancement officiel de Précase le 3 mars 2023, sous la présidence de votre autorité, l'unité de direction de projet mise en place a promptement démarré les activités et après 17 mois de mise en œuvre, nous pouvons avec certitude vous assurer de la bonne performance du projet avec l'important résultat obtenu. Une activité rendue possible grâce au leadership du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche MAEP et à l'appui technique et financier du PNUD et du Royaume de la Belgique. Une occasion pour le représentant du ministre Gaston Kossi Dossoui de vanter déjà les mérites du Précase. Dossa Aguemon, directeur du cabinet du MAEP, qu'on écoute. Nous avons vu des bénéficiaires femmes et hommes, jeunes et personnes âgées, des handicapés, qui étaient vraiment en joie. Et ça, c'est la vraie joie. Nous avons vu une population qui vraiment s'est appropriée les interventions du projet et tire des ressources de ce projet pour investir dans d'autres activités. Des gens sont revenus du Nigeria et à cause de ce projet, de ce qu'ils ont gagné, ils ont pu initier des activités et maintenant ils sont stabilisés sur place. Ils produisent sur place, ils créent de la richesse sur place. Ça, c'est au plan individuel. Au plan collectif, les bénéficiaires ont mis de l'argent de côté, ont développé des services publics tels que l'appui à la cantine scolaire des localités, les infrastructures éducatives. Je crois que l'argent qu'on a investi là, on ne s'y attendait pas que les choses tournent ainsi. Et l'enthousiasme est au top. On a là vraiment une intervention qui transforme. Et ça, c'est déjà les indicateurs que ce projet a réussi. Je vous invite à suivre à présent la représentante des bénéficiaires qui a adressé leur gratitude au gouvernement de Patrice Talon et de ses partenaires techniques et financiers. Elekoun Medjida, qu'on écoute. Toute notre gratitude à l'ensemble des parties prenantes du projet pour cet accompagnement d'envergure à notre endroit à travers la mise
à disposition des matériels et équipements. Nous sommes aujourd'hui comblés de plaisir de recevoir ces importants lots de matériel et équipements agroalimentaires et post-récolte et de transformation. À cet effet, nous tenons à remercier particulièrement techniques et financières de la Précase. Nos sincères remerciements vont également à l'endroit du directeur national du Précase, de la coordinatrice nationale du projet, sans oublier toutes les équipes du projet qui ne cessent de nous accompagner dans l'amélioration de nos conditions de vie respectives. Pour rappel, le don du projet Précase est constitué de tracteurs, motoculteurs, batteuses, vanneuses, motopompes, décortiqueuses, semoirs, tricycles, moulins à grains de soja et bien d'autres. Et pendant ce temps, ce sont les producteurs de Gungun, une localité de la commune de Mananville, qui dénoncent la cherté des intrants cette année. Selon ces derniers, ils urgent que les autorités en charge de l'agriculture puissent revoir aussi à la hausse le prix du kilogramme de coton. Bon Canon Midou se veut plus précis. Il est question au gouvernement nécessairement de vouloir vraiment réfléchir par rapport à ça. Avec la situation qui nous présente aujourd'hui là, normalement, notre filière, c'est la filière coton. On est en train de vouloir développer notre or blanc. C'est le gouvernement maintenant qui doit nous encourager. Un producteur déjà qui est intelligent doit faire un plan d'exploitation. Si éventuellement l'engrais aujourd'hui à 17 000 et que le coton est toujours à son prix, on a l'UCOM qui est là, on a l'ANPC qui est là, on a l'AIC qui est là. Donc tout cela devait quand même étudier ce dossier pour pouvoir vraiment nous amener à un certain nombre de réussites, parce que nous ne sommes pas là pour aller ne pas réussir. Donc, je voulais annoncer dans les titres: remise de site à l'entreprise en charge des travaux de construction de châteaux d'eau et d'abreuvoir des animaux à 6 mois dans l'arrondissement de Lougou, commune de Ségana. La cérémonie s'est déroulée hier mardi 20 août 2024 en présence de la délégation de la mairie, des agents de l'entreprise et des communautés bénéficiaires. Louise Bioboadé pour le reportage. C'est désormais officiel. Les travaux de construction d'un château d'eau plus abreuvoir des animaux dont bénéficie le village de Saint-Ouen dans l'arrondissement de Lougou du projet COSO démarre bientôt. La remise de site a été faite ce mardi 20 août 2024 en présence des populations sorties nombreuses. C'est l'entreprise Espérance 2020 qui est en charge des travaux. Toré Daniel Bior est le chef d'entreprise. On nous remet officiellement le site pour démarrer les travaux. C'est en quelque sorte le lancement officiel des travaux. Finissant donc cet entretien avec eux, il est convenu qu'à partir de demain, nous avons le plein droit de commencer les activités. Il faut dire merci pour la confiance, puisque d'abord le projet communautaire. Au-delà de tout, avec la présence aujourd'hui remarquée de quelques sages qui sont venus quand même appuyer cette remise de site. C'est parti pour 3 mois d'exécution des travaux qui peut-être ne seront pas faciles à cause des intempéries, reconnaît le chef d'entreprise qui compte sur la bonne collaboration des populations de Saint-Ouen et Bafia-Campbell pour le bon déroulement de ces travaux. Toré Daniel Bior. Que cette population sera toujours engagée, toujours proche de nous, ne serait-ce qu'à expliquer de temps à autre tout ce que nous faisons pour que ça ne soit pas un truc nouveau ou un truc de l'entreprise ou un truc juste du gouvernement qui a initié le projet. Que ce soit réellement qui s'engage, que ce soit réellement leur chose, qu'on sente que les ouvrages qu'on va mettre sur pied ici, ils vont assurer la pérennisation. Quand on parle d'un projet, il y aura forcément des difficultés qu'on va rencontrer. Et on demande juste à ces communautés-là, de part, il y a le président qui est là, qu'elle soit toujours ouverte à nous accueillir, à nous écouter. Nous, on ne va pas cesser de dialoguer et d'exposer ce qu'on aura comme difficulté pour que solution soit trouvée afin que le travail soit livré dans le délai contractuel. Vu l'engouement des populations bénéficiaires de ce projet, car impatientes du démarrage des travaux, le superviseur communal du projet COSO les rassure des dispositions prises par l'entreprise à charge des travaux.
Souaïbou Sabi. Le site est entre Saint-Ouen, Peul et Bafio. Donc, la communauté est sortie massivement pour manifester sa joie, pour montrer combien de fois ils avaient besoin de l'eau et combien de fois le projet COSO est en train de mettre tout en œuvre pour que la communauté soit satisfaite des besoins qu'ils avaient exprimés. Nous avons lancé les travaux. La durée de ces travaux est de 3 mois, c'est-à-dire 90 jours. Donc, l'entrepreneur a pris toutes les dispositions nécessaires, tous les moyens nécessaires pour quand même exécuter ces travaux dans un délai respectable au bonheur de la communauté de Saint-Ouen en général. Comme le chef d'entreprise, le superviseur communal du projet COSO invite les communautés de Saint-Ouen à veiller sur la bonne exécution des travaux. Je demanderai à ce que la communauté fasse le nécessaire pour accélérer les travaux. Parce que quand quelqu'un est avec vous, vous êtes censé le suivre, vous êtes censé l'accompagner pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il faut. Si les travaux qu'il fait, si c'est vraiment bon, vous êtes censé donner votre point de vue. Si ce qu'il fait n'est pas appréciable, vous vous rendez aussi compte. Je souhaiterais que cette communauté de Saint-Ouen suive de près ce qui se fait pour qu'à la fin de ces travaux, tous nous nous retrouvons dans la joie. À Saint-Ouen, c'est la joie. Quelques bénéficiaires n'ont pas caché leurs impressions. Aujourd'hui, on a reçu les ensembles pour venir les remettre notre site pour la réalisation du projet COSO dans notre village à Saint-Ouen. Nous tous, nous sommes partis sur le site. C'est tellement bon puisque on a souffert, mais aujourd'hui, nous sommes au point de réaliser notre projet. On a reçu des délégations, nous sommes très contents. On les a montré leur site, donc nous sommes très contents. Le projet de cohésion sociale COSO vise les actions de développement impliquant la mise en place d'infrastructures de base. Saint-Ouen aura bientôt son infrastructure. Après ce village, le cap a été mis sur Gando Lukasa, toujours dans l'arrondissement de Lougou, pour le même exercice. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. En cette période des grandes vacances où apprenants et enseignants sont au repos, l'on note déjà dans la ville de Malanville des stands de vente de fournitures scolaires. Une preuve que la rentrée scolaire prochaine est proche. Que retenir en termes d'affluence au niveau de ces stands? Rapprocher une revendeuse de fournitures s'est prononcée à notre micro en ces termes. Cette année, on n'a pas vite commencé. On a commencé seulement le lundi. Bon, pour le moment, tout est calme. Les gens ne sont pas encore venus payer des fonds. On commence d'habitude à la date, l'intervalle de 5 à 8 août, quoi. Mais cette année, on a commencé le 19, je crois bien. Bon, ce qui peut expliquer l'absence des gens, c'est le fait qu'ils n'ont pas encore d'argent. Ils ne se sont pas encore préparés. Quand on commence vite, les gens viennent demander le prix pour se préparer davantage. Donc, cette année, ce n'est pas encore le cas. C'est juste une personne qui est venue demander le prix. Le prix de cette année est égal au même prix que l'année dernière. Je vais solliciter l'aide des parents pour qu'ils puissent passer et venir payer au moins la moitié avant la rentrée. Puisque cette année, les choses ont un peu augmenté de prix comme l'année dernière. Je leur dirai de ne pas attendre à la dernière minute avant de venir payer les fournitures scolaires. Puisque quand ils viendront payer, ils n'auront pas la totalité. Les enfants n'auront pas la totalité de leurs fournitures. D'un point de vente à un autre, selon un autre revendeur rencontré, l'heure est aux commandes des fournitures scolaires. Suivez plutôt. Jusqu'à dans le mois de septembre, les choses seront déjà disponibles. Ouais, mais les commandes sont déjà lancées. On attend seulement la livraison des gens. Ils vont nous livrer des commandes qu'on avait faites. Bon, jusqu'à début du mois de septembre, les choses seront déjà ici et tout le monde serait satisfait avec beaucoup de réductions pour pouvoir aider les parents à puis acheter leurs fournitures pour leurs enfants. Pour tout ce que les enfants peuvent utiliser à l'école quand même. Au moins un peu des choses quand même. Actuellement, maintenant, les choses ne sont pas comme avant. Les prix sont augmentés, mais on ne peut pas regarder ça. C'est pour ça qu'on a mis. Il y a aussi des promotions. Il y a certains fournitures qui sont là l'année passée. Bon, de ça, on ne peut pas vendre au même prix comme ce qu'on a commandé dans cette année. C'est pour ça qu'on dit qu'au moins ça là, on doit faire réduction pour les choses qui sont là avant. Donc, je vais leur dire seulement que Dieu va ouvrir leurs portes, ils vont trouver de l'argent. C'est pas facile, on sait que les frontières sont fermées. C'est pas facile pour trouver de l'argent. Maintenant, on va prier pour eux seulement. On va installer à présent les informations sportives sur Sota FM. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Bruno Gatli, bonjour. Bonjour Pierrette, bonjour aux amis du Curé. Assemblée générale extraordinaire à la Fédération béninoise de football. Que retenir, Bruno?
Effectivement, ce mardi, donc hier 20 août 2024, la Fédération béninoise de football, en abrégé FBF, a tenu une assemblée générale extraordinaire au Palais des Congrès de Cotonou avec pour objectif de discuter de l'avenir du football béninois. Au centre des échanges figure le format du championnat national dont la réforme est jugée essentielle pour le développement du football professionnel au Bénin. Dès l'ouverture des travaux, Mathurin Deschacus, président de la Fédération béninoise de football, a souligné les enjeux de cette rencontre, mettant en avant l'expérience de la Ligue professionnelle mise en place depuis 4 ans. Après une évaluation, il a été décidé, qu'il était nécessaire de revenir au format traditionnel avec la Ligue 1 et la Ligue 2. Une proposition qui a été soumise à l'approbation des délégations. Les délégués ont à l'unanimité validé ce retour à l'ancien système du championnat national qui, selon Deschacus, permettra d'adopter le football béninois aux réalités du football professionnel. Par ailleurs, 6 articles des statuts de la Fédération béninoise de football ont été modifiés pour se conformer aux nouvelles exigences pour permettre à l'institution d'atteindre ses objectifs. Pierrette Apouva. Tournoi qualificatif de la LDC féminine CAF 2024-2025 zone Ouest B. Et vous nous dites, Bruno, que Ainovi FC est qualifié pour la finale. Exactement, Pierre Tapovo, champion du Bénin au titre de la saison 2023-2024. Ainovi FC qui participe en Côte d'Ivoire au tournoi de qualification de la Ligue des champions féminines a décroché hier mardi son billet pour la finale en battant la formation AO Étincelle sur le score d'1-0. Face à une équipe du Burkina Faso très joueuse, les Ainovi se sont battus jusqu'au bout de la rencontre pour venir à bout de leurs adversaires grâce à l'intrépide Djibril Yasminat qui marque le but victorieux à la 83e minute sur une frappe limpide. Il faut noter que donc une victoire historique puisque c'est la toute première fois de son histoire qu'une équipe béninoise parvient à atteindre la finale de cette compétition. De façon résumée, c'est ce que nous pouvons retenir pour les nouvelles sportives. Pierrette Apova. Merci beaucoup à vous, Bruno Gacli. À votre suite, on installe à présent la revue de presse nationale de ce jour. C'est une présentation de Lukman Orochio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Appréhendé notamment au Togo et ramené au Bénin, l'activiste Steve Amoussou alias Frère Ouvi continue de faire la une des journaux. Ce mercredi encore, pratiquement le principal sujet largement abordé par les confrères. Fraternité, le matinal, Info Matin, Matin Libre, Soleil Levant, le pays émergent, La Boussole, le Canada du Nord et bien d'autres publications rapportent que dans l'après-midi d'hier, mardi 20 août, Frère Ouvi a été présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Après donc sa comparution manquée lundi dernier, note Info Matin, un autre développement a mis plus en lumière les méandres de ce dossier parti pour tenir les Béninois en haleine sur les prochaines semaines. Parce que, informe Fraternité, 3 chefs d'inculpation ont été retenus contre le célèbre chroniqueur. Le journal, tout comme le matinal, renseigne qu'il a d'abord été déclaré coupable de harcèlement par voie électronique. En effet, explique le Canada de Ménotin, la Cour a estimé que Steve Amoussou aurait utilisé des moyens numériques pour importuner, menacer ou harceler une ou plusieurs personnes. Le deuxième chef d'accusation à son encontre, rapporte mes confrères, c'est l'initiation et la publication de fausses nouvelles par le biais des réseaux sociaux. Cette accusation implique que Frère Ouvi aurait créé et diffusé de fausses informations sur les réseaux sociaux, potentiellement dans le but de manipuler l'opinion publique ou de nuire à autrui, font savoir les quotidiens qui complètent que le troisième, c'est la provocation directe à la rébellion.
Selon la Cour, retient Fraternité, ce chef d'accusation est d'une gravité extrême, car, relate le journal, il signifie que l'accusé aurait incité à un soulèvement violent contre l'autorité établie. À l'issue donc de sa présentation devant le procureur, résume en gros titre les confrères dont Fraternité, Soleil Levant et autres, 3 chefs d'inculpation sont retenus contre Frère Ouvi. Il a passé sa première nuit en prison, souligne Info Matin. Oui, confirme le pays émergent, enlevé, auditionné et présenté à la criette, Steve Amoussou dit Frère Ouvi est déposé en prison. L'accusé revient devant le procureur le 7 octobre prochain, informe quotidien Soleil Levant. Inculpé et jeté en prison, le procès de l'opposant sans peur prévu pour le 7 octobre certifie le Canada du Nord. Alors qu'il n'était officiellement ni recherché ni sous le coup d'un mandat d'arrêt international, Steve Amoussou alias Frère Ouvi a été soit arrêté ou kidnappé depuis son repère de Lomé, Soupi Matin Libre qui note que ramené Manu Militari à Cotonou et gardé à vue dès le lendemain à la brigade économique et financière BEF, le célèbre web activiste et chroniqueur qui a tant fait le mystère pour avoir caché son identité malgré sa notoriété, respire désormais l'aide de la géole, commente le quotidien. Si Info Matin constate toujours un blackout du côté des officiels, la Boussole et le Canada du Nord rapportent une réaction, celle de l'ex-député de la 8e circonscription électorale. Rachidi Gbadamassi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a réagi à cette actualité. Comme à son habitude, Rachidi Gbadamassi n'a pas peur d'aller au front pour défendre la rupture de son chantre Patrice Talon, ergot la Boussole qui fait savoir, tout comme le Canada du Nord, que reçu sur l'émission Diagnostic du Arzek FM à Parakou, l'ancien député a encore justifié son titre de soutien invétéré du pouvoir. Gbadamassi demande, d'après le Canada, aux démocrates de se constituer en prisonniers, puisque, dit-il, les preuves de complicité sont établies. Que les démocrates se constituent plutôt en prisonniers pour complicité avec Frère Ouvi, déclare l'ex-député cité en une par le Canada du Nord. En attendant donc, c'est l'ordre des avocats du Bénin qui ne reste pas également silencieux dans cette affaire Frère Ouvi. L'ordre dénonce une poursuite judiciaire bancale, écrit le même journal, c'est-à-dire le Canada du Nord, mais également quotidien La Boussole qui écrit que l'ordre des avocats dénonce l'enlèvement. Matin Libre indique qu'à travers un communiqué signé de son bâtonnier Angelo Oupati, il souligne être perplexe quant aux conditions dans lesquelles Frère Ouvi a été appréhendé, évoquant des informations très inquiétantes sur les violations flagrantes des normes juridiques en vigueur qui porteraient atteinte à la dignité, à l'intégrité physique du mis en cause. Alors, observe mon confrère, c'est un réquisitoire qui vient en rajouter à l'opinion de ceux qui dénoncent déjà la justice béninoise de commettre une infraction par cette manière peu orthodoxe de son interpellation. Affaire Frère Ouvi, ce n'est que le début, termine le journal. C'est aussi terminé pour ce résumé de l'actualité tel que traité par les confrères de la presse écrite ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Et c'est aussi terminé pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Moudiaïdou Ouyo, manipulation technique. Et nous, Karim a assuré l'édition. Pierrette a pouvoir la présentation. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. La gestion des déchets ménagers est un sérieux problème à Malanville. Ce n'est pas pour la première fois nous en parlons, mais les lignes n'ont visiblement pas bougé. Malanville baigne toujours dans des ordures monstrueuses. Cela effraie et inquiète. Il n'y a pas de rue ou d'espace vide qui ne soit affecté. Tout est jonché de déchets. Nous sommes en saison pluvieuse, la période de cauchemar. À moindre pluie, les quartiers sont invivables.
Les ruelles impraticables et les odeurs nauséabondes vous envahissent. La ville ne bénéficie pas déjà d'assez d'initiatives d'assainissement et de telles pratiques s'observent. Faites un tour au centre de santé, vous verrez le nombre de cas de paludisme sous traitement. Les conséquences sont là et connues de tous. Mais on peine à en prendre conscience. Les gens préfèrent aller dépenser des fortunes pour traiter le paludisme que de souscrire à une société de pré-collecte. À peine on dépense 500 francs CFA par mois à Malanville pour qu'il passe 2 fois dans la semaine ramasser les ordures. Donc 6 000 francs CFA l'année pour avoir un cadre de vie sain et agréable. Mais on n'en veut pas. On préfère dépenser 20 000 voire 40 000 francs CFA à l'hôpital pour la maladie d'un enfant alors qu'on en a plusieurs. Rien ne prouve que l'enfant va tomber malade une seule fois l'année. Faites un peu le calcul pour voir ce qu'on y met si 3 ou 4 enfants tombent malades de paludisme dans l'année. C'est comme si la communication ou la sensibilisation n'est pas bien faite pour convaincre les populations de la gravité de cette gestion des ordures. Il y a des sociétés de pré-collecte que je vois à travers la ville. Seuls quelques ménages s'y sont abonnés. Je sais que la mairie n'a pas négligé ce volet, mais on a l'impression qu'il manque d'entrain ou de stratégie efficace pour atteindre les objectifs. Sinon, ce n'est pas impossible. Et c'est d'une extrême gravité de laisser la ville végéter dans cet état. La gestion des hommes, c'est comme la gestion des animaux. Il faut adopter l'attitude d'un pasteur devant son troupeau, donc de l'encadrement. Sinon, ils vont toujours déborder. C'est pourquoi les autorités ne doivent pas abandonner les populations à leur sort. En jetant les ordures dans les carrés vides ou sur les voies aux ruelles, elles croient avoir la facilité. Le travail reste encore. Il faut déjà saluer l'initiative de la mairie qui consiste à organiser des séances mensuelles de salubrité. C'est une manière de sensibiliser et d'éduquer. Il faut accompagner cela des messages et des discours pour montrer le pourquoi de l'initiative. Sinon, on croit que c'est par plaisir que la première autorité de la ville sort pour balayer les quartiers, alors que c'est pour dire « vous devez aussi faire pareil ». Mais quand les autorités de la mairie nettoient, les riverains sont assis devant leur maison en les regardant. Certains sortent leurs déchets pour les déverser devant leur boutique, leur maison ou sur la voie publique pour que le maire les ramasse, parce qu'ils estiment que c'est le travail de la mairie et que les agents de la mairie sont payés pour ça. Non, donc le message ne passe pas encore. Il faut trouver la bonne manière pour le faire. Certes, après chaque séance, le relais se fait sur les médias locaux et les autorités en parlent. Maintenant, il faut améliorer la stratégie. Ça finira par prendre. Avec le temps, il faut associer aussi la phase répressive. Sinon, Malanville va continuer par remporter la coupe de l'insalubrité dans le département de l'Alibori. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.